Bonjour, nous sommes le vendredi 23 février 2018 et je vais vous parler du temps qu'il fait aujourd'hui, mais ce sera la dernière fois. Ce sera la dernière fois que je ferai une vidéo que j'appellerai le temps qu'il fait. C'est la 479e édition de cela. Je n'ai jamais manqué une seule semaine. Parfois j'étais incapable de le faire le vendredi et dans ce cas-là j'ai fait le jeudi ou parfois le samedi. Mais je l'ai fait pendant 479 semaines d'affilée et j'ai plus envie de le faire de cette manière-là. Alors, il y a beaucoup de malentendus sur ce que j'ai dit. J'ai dit que je changeais pour le 11e anniversaire du blog, c'est-à-dire le 28 février, c'est dans quoi? Dans 5 jours. Je modifie la formule de ce blog. Cela redevient ma page personnelle. Et je ne ferai plus de vidéos intitulées Le temps qu'il fait de manière régulière le vendredi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je répète tout le temps que je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais en tout cas, je ne vais pas mettre la clé sous la porte. Si vous venez sur le blog de Paul Jorion, le 29 février, non, ça n'existe pas cette année-ci, mais le 1er mars, eh bien, il y aura toujours le blog de Paul Jorion, il y aura toujours tous les billets qui ont été publiés. Il y aura des vidéos que je ferai aussi. Ce qui changera, c'est le fait que j'aurai plus d'invités sur mon blog. J'interromps l'activité gazette, c'est-à-dire de demander à des gens et de publier des billets invités sur le blog. Il y aura essentiellement des billets de moi. Alors quand je dis essentiellement, c'est parce que je veux me réserver quand même la possibilité de mettre autre chose que des choses que j'ai écrites moi-même ou que des vidéos que j'ai faites moi-même. Voilà, je veux pas m'obliger à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Je ne sais pas ce que la formule sera exactement. Pour ce qui est des vidéos, j'en ferai aussi, mais je ferai sur des sujets particuliers et il y a des périodicités selon l'inspiration. Il y en aura pas peut-être pendant un mois, il y en aura peut-être de suite des journées qui suivent, peut-être même 2 dans la journée, j'en sais rien. Je ne me sentirai pas contraint. Je ferai comme cela me vient et selon ce que l'actualité demande. Mais ce que je ne veux pas, et ça je l'interromps de toute manière, c'est devoir consacrer, comme je l'ai fait depuis pratiquement, c'est depuis 11 ans, c'est-à-dire de devoir consacrer 5 à 6 heures par jour à éditer, corriger, choisir les papiers qu'on m'envoie et de les publier comme si c'était effectivement une gazette, comme s'il y avait un journal en ligne. Alors pourquoi je change? J'ai fait allusion déjà au fait qu'il y a d'autres activités que j'ai envie de faire et qui me demanderaient de m'y consacrer plus de temps, d'y consacrer plus de temps que je ne pourrais le faire maintenant en ayant cette contrainte de 5 à 6 heures par jour de maintenir le blog comme une sorte de publication. J'ai mentionné 2 choses que j'ai envie de faire et que je ferai sûrement. D'ailleurs, je l'ai fait. Je suis en train de les faire. C'est d'exercer une activité de psychanalyse et de me consacrer, de retourner un peu à quelque chose que j'aimais bien, qui a été interrompu faute de financement. C'est quand j'étais chercheur en intelligence artificielle. Mais de manière plus générale, je vais prendre encore un peu d'altitude et mettre ça dans un cadre plus général. Voilà. Si j'ai pu faire ce blog, si j'ai pu faire la gazette, si vous avez pu regarder, si vous avez eu envie de regarder, c'est le temps qu'il fait et ça se monte en millions de viewings, de vues, bien entendu, sur une période aussi longue. C'est dans le sillage. C'est dans le sillage de ce livre que j'avais écrit qui s'appelait La crise du capitalisme américain, que l'éditeur avait reformulé légèrement en l'appelant Vers la crise du capitalisme américain, point d'interrogation. Et qui est l'ouvrage où j'ai effectivement, sur 250 pages, j'ai annoncé une crise qui se situerait dans ce qu'on appelle le secteur des subprimes et qui allait secouer le capitalisme américain. Il se fait que ça a secoué le capitalisme en général. Et pendant 10 ans, je dirais, les activités que j'ai eues ont été dans le sillage de ça. Elles ont été permises essentiellement par le fait que j'avais fait cette prédiction et que ça me donnait une certaine aura
une aura de prophète, mais surtout qui montrait que la finance, ben, je comprends exactement comment ça marche, au point de rétablir des erreurs qui sont faites ici et là, de dire non, non, ça marche pas comme on l'imagine, ça marche comme ceci ou comme cela. Et surtout, je crois avoir donné accès au public en général à des choses qu'on ne trouve pas dans les livres ni dans les articles, c'est-à-dire à la culture orale de ce qui se dit dans les banques, de ce que les banquiers n'ont pas envie qu'on écrive, parce que si on l'écrivait, ben, ça deviendrait du savoir que tout le monde a. Je vais montrer comment ça marche de l'intérieur. Ça se répand, il y a d'autres gens qui commencent à dire ça aussi. Mais bon, voilà, j'ai fait, grâce à ce livre, j'ai pu avoir une activité pendant 10 ans où on me demandait essentiellement de dire des choses dans le sillage d'avoir été quelqu'un qui avait prévu cette crise. Alors pourquoi ça change? Ça change parce que, bon, d'abord, le sujet s'épuise. Au bout d'un moment, vous avez été celui qui a prédit ça il y a 10 ans, puis ce sera 11 ans, puis ce sera 12 ans, etc. Il faut passer à autre chose, il faut se renouveler. Et il se fait que pendant ces années, j'ai commencé à écrire sur d'autres choses que de la finance. Je l'avais déjà fait avant. J'avais une carrière de chercheur, bien entendu. J'ai écrit des livres scientifiques à proprement parler, comme Principes et systèmes intelligents, les livres d'anthropologie, de sociologie de terrain que j'ai fait, comme Les pêcheurs de Watt ou la transmission des savoirs avec Geneviève Delbos. Un gros livre d'anthropologie et d'histoire des sciences qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées. Et puis un gros livre de théorie financière, celui sur Keynes, bien entendu. Je crois avoir repris Keynes à nouveau frais. J'ai fait une nouvelle lecture de Keynes. C'est dommage que les Anglais n'ont pas encore fait attention au fait qu'il y a là une nouvelle lecture de Keynes. Peut-être que ça les intéresse plus au bout de... On les a tellement bassinés avec Keynes. Mais j'ai essayé, là, je vous l'ai dit, pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai essayé de compléter un certain nombre de choses. Il y a des fils qui sont un peu loose, qui sont un peu libres là chez Keynes, et j'ai essayé de renouer, nouer les fils qui sont un petit peu à l'abandon. Les choses qu'il a fait trop vite, comme là, sa réflexion sur les taux d'intérêt, etc. Bon, ça, ce sont des bouquins, voilà, des bouquins scientifiques. Et puis est apparu, et le premier dans cette série, c'est peut-être celui sur la guerre civile numérique, où là, c'est quelqu'un de l'extérieur, ce sont les éditions textuelles qui ont voulu que je parle de ce qui apparaissait là avec Julien Assange, avec effectivement, la guerre civile autour du numérique, la manière dont les États attaquent leurs citoyens et dont les citoyens se rebellent. C'était avant qu'il y ait l'affaire Snowden, mais ça serait bien inscrit à l'intérieur de propos de la guerre civile numérique. Et puis le livre que j'ai voulu faire sur l'extinction, le dernier qui s'en va éteint la lumière. Et après j'ai voulu faire une suite à Le dernier qui s'en va éteint la lumière, que j'ai appelé, au moment où je commençais à l'écrire, Qui étions-nous? C'était vraiment à la suite de la réflexion qui se trouvait dans ce livre-là. Ce livre-là, bon, a une bonne... a été très bien reçu en France, c'est très bien vendu. La traduction chinoise doit apparaître dans les semaines qui viennent. Depuis, il y a eu un accord pour le publier en allemand. Mais surtout, ce qui s'est passé, donc ça c'était terminé, je dirais, fin 2015. Voilà, 2015, le dernier qui s'en va éteint la lumière. Et puis en 2016-2017, j'ai écrit un autre livre que moi j'avais appelé Qui étions-nous? Je lui avais mis comme sous-titre Défense et illustration du genre humain. Et ce qui s'est passé ces semaines récentes, c'est que il y a un certain nombre de gens qui ont lu le manuscrit, puisqu'il est terminé depuis, je sais pas, 3 semaines. Un certain nombre de gens l'ont lu et qui ont dit c'est pas du tout votre livre, c'est pas Qui étions-nous, c'est pas de ça que ça parle. Ce que ça fait, c'est une défense et illustration du genre humain. Alors là, oui, c'est ça que ça fait. Et donc j'ai accepté l'idée d'enlever ce Qui étions-nous, puisqu'il n'est pas descriptif de ce qui se trouve dans le livre, et de l'appeler défense et illustration du genre humain.
Et ça, ça va être un gros livre. C'est aussi un livre auquel j'ai consacré toute mon activité sauf celle du blog, pendant 2 années. Et j'ai le sentiment, on se trompe toujours, hein, on peut toujours se tromper, mais j'ai le sentiment qu'il y a là un autre livre, je dirais, du genre de la crise du capitalisme américain. C'est-à-dire que, bon, je suis comme vous tous, comme nous tous, je ne sais pas combien de temps je vivrai encore, je sais que, à mon âge, on se rapproche quand même assez rapidement de la fin, mais ce livre-là ouvre une autre perspective. Une autre perspective que celle de la fin du capitalisme liée à des questions purement financières. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, c'est quand même de manière tout à fait étonnante, c'est la montée en puissance de la Chine, qui le faisait déjà, je dirais, à son rythme assez régulièrement, et la chute en vrille des États-Unis et d'une certaine manière de nous aussi en Occident. C'est pas aussi grave en ce moment chez nous qu'aux États-Unis, mais l'Europe, on sait bien, c'est absolument calé, il n'y a plus rien qui se passe. J'ai fait une chose, ça c'est apparu hier dans le magazine Trends Tendance en Belgique, un magazine où je fais une chronique tous les mois. Je lance un appel à la consultation des citoyens européens. Pas un référendum, un appel à la consultation. Demander aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Je mets au défi les autorités européennes qu'on consulte les citoyens pour empêcher essentiellement, bien entendu, la montée de l'opposition massive contre l'Europe. Mais évidemment, cette consultation devrait être associée au fait que les autorités européennes prendraient au sérieux ce qui serait dit dans ces cahiers de doléances vis-à-vis de l'Europe, qu'on tiendrait compte du fait que les citoyens ne sont pas contents et qu'ils veulent autre chose, et que s'ils expriment leur populisme, comme on dit, pour disqualifier ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que, bon, avec leur populisme, effectivement, en général, ce sont des thèses conspirationnistes et complotistes qu'on utilise, qui sont des mythes. Mais il faut tenir compte du fait que les gens sont très, très mécontents de l'Europe. Et je mets au défi les autorités de consulter les Européens en s'engageant à tenir compte de ce qui serait dit. Pas genre ratification du traité de Maastricht, si vous voyez ce que je veux dire. On demande aux gens ce qu'ils en pensent, et quand ils donnent leur opinion, qu'on l'ignore complètement, on passe à autre chose. Ou la Troïka, bien entendu. Cette espèce de truc proto-fasciste qu'on envoie dans des pays pour les faire avaler avec un entonnoir l'ultralibéralisme dont ils n'ont pas envie, dont personne n'a envie. Ce truc est mort au niveau des concepts, au niveau de la vérification par rapport aux faits. L'ultralibéralisme est mort, mais comme vous le savez, il n'a jamais été en aussi bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il est encore assis sur le gros tas d'or, et c'est lui qui dirige la manière dont les choses se font là. Mais vous l'avez vu, au fil des années, moi j'ai attaqué systématiquement les idéologues proto-fascistes, von Mises, von Hayek, Friedman et compagnie. Et il faut continuer à montrer que ces gens-là, c'est pas des gens c'est pas des gens honorables, c'est pas des gens malgré tout leur prix Nobel qui se sont attribués entre eux, c'est pas des gens dont on peut dire du bien et que ça n'ait pas de conséquences. Non, ce sont des gens qu'il faut dénoncer comme des ennemis de l'humanité. Bon, ça c'est pour l'Europe. Alors je vais essayer de traduire aujourd'hui cet appel à la consultation européenne. Je vais le traduire en anglais moi-même. Et pendant ce temps-là, les États-Unis sont dans un processus, je ne sais pas, on écarquille les yeux. Hein. Quand on voit ça, c'est quand même, c'est du jamais vu. C'était je sais plus, dans Washington Post, bien dans le New York Times, je ne sais pas, hier ou avant-hier, la liste des plus mauvais présidents des États-Unis, le thème est d'actualité. Alors il y a une différence, c'est que sur la liste des 45, les gens qui sont d'inspiration démocrate parmi les
les analystes politiques qui font cette liste des 45 des 45 présidents classés en termes de qualité de leur service. Les démocrates, avec unanimité, le mettent au 45e, tandis que les spécialistes d'obédience républicaine ne mettent M. Trump qu'au 40e rang de médiocrité. Ils ne les mettent pas tout à fait au bout, mais ils sont quand même d'accord, tout républicain qu'il soit, qu'il est vraiment dans les derniers de la liste. Oui, c'est une catastrophe, et il entraîne son pays par le fond. Hein. C'est chaque jour, évidemment, où il est encore là, il entraîne son pays par le fond. L'Europe, c'est pas brillant. Les États-Unis, bon, je me retiens à chaque fois quand j'en parlais en me disant mais qu'est-ce qu'on a devant les yeux. Enfin bon, on ne sait pas combien de temps ça va tenir, mais ça peut encore tenir un peu. Et il fallait le voir hier avec ses antisèches. Il se trouve devant les survivants d'un massacre dans une école. Et il a là son petit papier où il a mis qu'est-ce que je peux faire pour vous je comprends bien ce que vous dites, parce que le type est incapable même de dire spontanément avec une phrase comme j'entends bien ce que vous dites. Enfin bon, je continue. Et pendant ce temps-là, la Chine va pas mal. Hein. J'ai mis hier une vidéo qui est peut-être inquiétante, mais qui nous montre aussi que on est largué, nous sommes largués, l'Occident, là pour le moment, on est absolument largué. C'est pas simplement l'idée que la Chine travaille sur cette idée d'extinction et va empêcher que ça se passe, ce qui est déjà pas mal. J'en parle parfois parce que voilà, quand je suis rentré des États-Unis en 2009, première fois que je suis véritablement interviewé par la presse, c'était à France Info. Et là, il y a autour de moi des journalistes et puis ils me posent des questions et il faut regarder ça. Hein. Si vous l'avez pas vu, il faut le regarder parce que voilà, il y a un Martien qui descend de la planète Mars, c'est moi, et on lui pose des questions. Et les autres se regardent avec des airs en disant qu'est-ce que c'est bon d'être là. Mais ceci dit, ils prennent pas. Hein, c'est comme tout Martien, et on me prend pas vraiment au sérieux. Et à un moment donné, mais je dis mais rigolez pas de la Chine, c'est elle qui va tous nous sauver. Et alors là c'est l'hilarité générale. Là, ils se tapent les cuisses. Monsieur Jorian, on dit que c'est nous les Marseillais qui sommes des exagérateurs et vous nous dites que la Chine va nous sauver. Alors voilà. Et et ça fait 10 ans qu'elle nous sauve et au train où ça va être de plus en plus comme ça. Alors voilà. L'ouvrage qui s'appellera donc Défense et illustration du genre humain. Il sort en mai, et pour moi, en tout cas, ça ouvre un autre espace. C'est ni mes livres à proprement parler scientifiques, c'est pas tout ce que j'ai écrit sur la finance et l'économie pour essayer de remettre un peu les choses en place, en expliquant comment ça marche vraiment. C'est dans la lignée qui s'était ouverte avec le dernier qui s'en va éteindre la lumière. Mais c'est un ouvrage d'une autre, je dirais d'une autre qualité. L'autre c'était un cri d'alarme où j'avais mis un petit peu tout ce que je trouvais dans la presse. Et ici là, c'est plutôt une réflexion générale. J'ai travaillé 2 ans, vous verrez, il y a beaucoup de matériaux. Vous avez vu un petit peu au passage, parce que je mettais des choses sur le blog. Ça parle de Saint-Paul, ça parle de transhumanisme, ça parle est-ce que nous sommes seuls dans l'univers. Voilà, c'est une réflexion générale sur ce qu'on a pu apprendre, sur ce que nous avons appris. Et là, je mets des gens aussi bien que Machiavel, que Shakespeare, que Victor Hugo, que Freud, que Jacob Taubes, moins connu. Sur les gens qui nous ont fait comprendre qui on est et comment mettre tout ça ensemble. Et je parle des Chinois, bien entendu aussi. Je parle de Confucius, je parle de Mao Tse-tung, je parle du président actuel, parce qu'on ne peut pas parler du monde tel qu'il est maintenant sans parler de la Chine. Aujourd'hui, dans l'actualité, il y a cette compagnie d'assurance, Anbang, qui a perdu un petit peu le nord, et les autorités chinoises ont pris les rênes du pouvoir pendant 1 an, disent-ils, 1 an renouvelable de cette grande compagnie d'assurance. Si on avait fait des choses comme ça avant,
ailleurs, ce serait pas mal. Si on avait fait ça avec Belfius euh, auparavant, Dexia, pardon, ça s'appelait avant. Si on avait fait ça avec Dexia, si on avait fait ça avec les banques où j'ai travaillé, si on avait fait ça avec Countrywide, si on avait fait ça avec IndyMac, un beau jour mettre voilà, mettre une autre équipe. On l'a fait chez IndyMac, hein, mais on l'a fait chez IndyMac après qu'il y ait une panique bancaire, quand il y avait déjà des gens dans la rue. Il fallait le faire avant. Les Chinois l'ont fait hier, dans la nuit, pour Anbang. Ils ont raison. Il faut parfois cette idée que tout marche mieux quand c'est privé quand c'est l'initiative privée plutôt que quand c'est le public qui s'en occupe. Ça, c'est un vieux mythe ultralibéral. Hein. On nous resserre ça tous les jours et parfois c'est vraiment pas vrai. Euh, ça peut marcher, hein, ça peut marcher dans le secteur privé, mais dans la mesure où il y a beaucoup d'autopolice dans le secteur privé, qui est un conflit d'intérêts en soi, qui est un aléa moral en soi, le danger est toujours là. Il faut qu'il y ait un régulateur, il faut que ce régulateur soit pas endormi aux manettes et il faut qu'il intervienne. Et c'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce qu'ils font depuis 10 ans, depuis 20 ans. C'est quand les choses ne marchent pas, c'est de changer de cap. C'est le propre de l'être humain. Il y a que chez nous maintenant en Occident, chez nous en Occident, où on fait pas ça, où on regarde avec des yeux ronds jusqu'à ce que ça s'effondre complètement, ou que ça s'écrase tout à fait au fond de l'abysse, comme on le fera avec Monsieur Trump. On regarde tomber, mais on fait rien, on fait rien de plus, on regarde. Et c'est ce qu'on fait avec l'Europe là maintenant. On sait que ce truc est complètement naze tel qu'il est, mais on le regarde. On le regarde continuer sur sa lancée. C'est pour ça que j'espère qu'on va quand même réagir à mon idée de mon appel à une consultation de l'ensemble des citoyens européens. C'est pour ça que je vais traduire en anglais pour commencer. Qu'on prenne ça au sérieux. Si on ne le fait pas, alors là c'est cuit. En fait, voilà, j'ai fait un test là. S'il n'y a pas de réponse à ça, c'est que cette affaire d'Europe est terminée et on n'a qu'à faire du Brexit, du Frexit, du Belgixit, etc. De jour en jour et voir apparaître de plus en plus dans les pays des régimes comme on voit en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis. Enfin, voilà, la fin de la démocratie de type occidental. Bon, donc du pain sur la planche, plein de choses qui vont encore se passer. Des vidéos, bien entendu, mais pas dans le même style que nécessairement que ces petites rencontres hebdomadaires, dont celle-ci la dernière. Une activité sur mon blog qui va continuer, mais pas du même genre que ce qu'on a vu au cours des 10 dernières années. Tout ça va se renouveler d'une manière qui s'inventera à partir du 1er mars. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.